Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre présence à je dirais cet événement que nous organisons donc de façon hebdomadaire. Donc cette semaine, nous sommes en train de traiter l'aspect relatif à la protection des données à caractère personnel. Nous vous remercions encore une fois pour votre confiance. Je vois qu'il y a des personnes qui avaient déjà participé la dernière fois à mon webinaire qui était relatif à tout ce qui est euh, ce qu'on appelle ISO 27005, tout ce qui est risk management avec les méthodologies de risque associés. Normalement, il y aura d'autres personnes, mais bon, je vais essayer de démarrer. Comme ça, on essaiera de faire le maximum durant cette partie. On essaiera de traiter le maximum d'informations pendant ce webinaire, vu donc le temps qui est imparti à ce niveau-là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore une autre fois. Mon nom c'est Saïd Fassiferi. Je suis un expert en organisation, sécurité et management ici. Là, d'une certaine manière, comme je vous ai dit, on va démarrer d'une certaine manière ce qu'on appelle notre webinaire sur le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données à caractère personnel. C'est ce que nous allons essayer de faire à ce niveau-là. Donc, vous avez ici mon contact et tout. Alors, le plan de cette présentation, tel que ça sera fait, ça sera autour toujours une présentation du groupement pour ceux qui ne connaissent pas le groupement. Ensuite, il y aura une présentation de moi-même, où je vais me présenter. Et puis par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet où nous allons parler principalement du RGPD et d'une certaine manière, comme je disais, le règlement général sur la protection des données. On va essayer de voir un peu tous les éléments associés par rapport à cela. Alors, par rapport à cet aspect, la première des choses que nous allons voir à ce niveau-là, c'est la présentation du groupement qui est Synergy Innovation Group. Alors, comme on l'avait dit auparavant, dans les webinaires précédents, Synergy Innovation Group, c'est un groupement qui a été créé en 2015, qui est d'une certaine manière je dirais le groupement de deux entreprises ou de deux expertises, si on veut dire, d'A2F Consulting, dont je suis le PDG, et Alice Killians, je dirais, qui est l'entreprise de Rami Mohamed qui vous avait fait la semaine dernière la présentation sur la continuité d'activité avec la 22301. Synergy Innovation Group d'une certaine manière, est partenaire avec un certain ensemble, je dirais, d'organisations, PECB, en l'occurrence PECB, que nous sommes en train de présenter aujourd'hui, le RGPD que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un cours de PECB que nous délivrons sous forme de 4 jours ou 8 demi-journées, où nous présentons les principes de ce qu'on appelle tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Donc, c'est ce qu'on fait à ce niveau-là. Alors, on est partenaire PECB. Les formations que nous faisons, c'est des formations officielles avec support de cours officiels, examen de certification aussi. Vous pouvez par la suite poser des questions sur cet aspect-là. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est en partie ce qui est fait au niveau des cours PECB. Donc, relativement par rapport au RGPD, on avait fait de même par rapport à la 27005 et par rapport à la 22301. Donc, on est aussi partenaire ISACA, PeopleCert pour tout ce qui est ITIL, Prince2 et ainsi de suite. EC Council principalement pour tout ce qui est, je dirais, certification CEH et ainsi de suite. BCI pour tout ce qui est continuité d'activité, donc pour Business Continuity Institute, et PMI pour tout ce qui est gestion de projet et préparation à la certification PEP. Donc ça, c'est rapidement ce qu'on est. Alors nos domaines d'activité principalement, dans lesquels on intervient, que ce soit en conseil ou en formation, il y a la gouvernance ici,
autour de tout ce qui est gouvernance, donc ITIL, COBIT et tout référentiel donc agissant donc dans cette partie-là. On fait de l'audit et le conseil, que ce soit mettre en place des audits internes, des audits de certification ou des audits SI tout court. Nous apportons aussi du conseil à ce niveau-là. Et puis, donc, il y a un volet, je dirais, sécurité et continuité d'activité, donc, dans lesquels aussi on fait du conseil, mais aussi donc, on fait de l'accompagnement pour la certification, donc 27001 ou 22301. Et puis, les séminaires et les formations qui sont d'une certaine manière la manière avec laquelle nous partageons avec nos partenaires et nos clients, je dirais, nos retours d'expérience sur les différents sujets sur lesquels nous intervenons. Alors, nos interventions, donc, nous intervenons au Maroc, en Algérie et en Afrique subsaharienne, donc en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, et j'en passe. Donc, nous intervenons aussi en France, pour assurer certaines choses. Le sujet donc, dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est un sujet que j'ai animé principalement en France pour un certain ensemble d'organismes, parce qu'on sait très bien que l'Europe, ils sont les plus concernés par la protection des données à caractère personnel. Certes, au Maroc, il y a la loi 0908, mais ça reste d'une certaine manière une loi, mais qui n'est pas d'une certaine manière, je dirais, qui n'a pas le poids du RGPD ou du règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Donc ça, c'est un peu les domaines d'activité de Synergy Innovation Group. Bien sûr, moi-même, certains d'entre vous me connaissent ou m'ont connu depuis le premier webinar. Donc, j'ai 20 ans d'expérience, expert principalement en gouvernance, sécurité et management SI, certifié 27001, donc LILA, donc 27002, 27005, RGPD, donc qui est le sujet d'aujourd'hui, ITIL, COBIT et PRINCE2. Donc ça, c'est un peu les éléments sur lesquels donc, je suis plus ou moins certifié. Alors, donc je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet pour essayer de partager avec vous le maximum d'informations concernant donc le règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Et la première des choses qu'il faudrait comprendre, ce règlement, donc, il est valable pour toute l'Europe. Bien sûr, chaque pays, il a ses propres spécificités, donc ils peuvent apporter certains changements sur certaines choses, mais pas de très grands changements, puisque c'est un règlement qui a été adopté par l'Union européenne et ainsi de suite, et par la Commission européenne. Donc c'est un règlement qui a été mis en œuvre ou qui a vu le jour en 2016, c'est-à-dire la dernière version, elle a vu le jour en 2016, et la mise en application ou la date butoir qui a été donnée, c'était le 25 mai 2018, où c'est là où ça a démarré d'une certaine manière l'exigibilité du RGPD. Et là, il faut dire que, et là je l'ai vu de mes propres yeux, donc en France, c'est que les entreprises, ils ne savaient pas de quelle sauce ils allaient être d'une certaine manière, je dirais, mangés, parce que tout simplement, le règlement était très strict sur certaines choses, principalement, comme j'ai dit, sur la protection des données à caractère personnel, et les amendes étaient très importantes. Il faut savoir que l'amende peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Des entreprises, je dirais françaises, ou même internationales, ont été d'une certaine manière, donc on leur a appliqué des amendes qui pouvaient aller jusqu'à des millions et des millions d'euros. Donc, ce qui fait que, d'une certaine manière, tout le monde avait peur et il n'y avait pas ce qu'on appelle cet aspect de jurisprudence. C'est-à-dire, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Donc, ils étaient les premiers donc, à découvrir les choses et donc ils ne savaient pas par quels moyens, d'une certaine manière, ils allaient, je dirais, être sanctionnés et ainsi de suite. On leur a donné une période de transition entre 2016 et 2018 et puis à partir de mai 2018, ils étaient obligés d'une certaine manière
donc de se conformer à cela. Donc, et là, il y avait une autorité de contrôle ou ce qu'on appelle un tiers de confiance, par exemple en France, puisque je connais un peu le contexte, c'est la CNIL. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la CNIL, c'est la Commission nationale sur l'informatique et les libertés. Donc ça, c'est d'une certaine manière, c'est l'autorité de contrôle qui est là pour jouer le rôle de, je dirais, de surveillant de la protection des données à caractère personnel, à l'image de ce qu'on a ici au Maroc au niveau de la CNDP, qui est la Commission nationale sur la protection des données à caractère personnel. Donc ça, c'est juste un peu pour vous mettre un peu dans le contexte de cet aspect. Très rapidement, donc il faut se dire que le règlement qui est gratuit, qui est accessible d'ailleurs, je vous ai mis ici le lien. Donc vous avez ici le lien, vous pouvez y accéder, comme vous pouvez le rechercher sur Google. Il faut savoir que le règlement en question, il est fait de deux parties. Il y a ce qu'on appelle les considérants et il y a ce qu'on appelle les articles. Alors, les considérants, donc, ils sont listés, qui donnent les grandes lignes relatives par rapport au règlement. Et vous avez d'une certaine manière les articles. Et là, les articles, d'une certaine manière, ben, on rentre dans le détail et on est dans les définitions du règlement. D'accord? Donc, c'est un peu l'aspect juridique de la chose. Mais sauf que pour l'implémentation, ce qui est une erreur, et ça, je l'ai constaté donc, sur le terrain, c'est que souvent les entreprises, eh bien, ils font appel à des avocats. Certains avocats, il a la maîtrise juridique de la chose, mais il n'a pas la maîtrise des mesures techniques et organisationnelles qui devraient être mises en place. Donc, ce qui fait que, je dirais, c'est le RGPD, d'une certaine manière, c'est un sujet qui concerne bien sûr les juristes parce que donc là, il y a les textes, il y a les chartes à mettre en place et ainsi de suite. Et donc, il faut s'assurer de bien rédiger le texte et d'être en conformité par rapport à ça. Mais de l'autre côté, il y a la mise en place, je dirais, ce qu'on appelle d'un DPD ou de ce qu'on appelle d'un DPO, ce qu'on appelle un Data Protection Officer, et ça, on va en parler par la suite. Ça passe par la mise en place d'une PIA ou d'une DPIA, ça on y reviendra aussi par la suite. Ça passe par la mise en place d'une analyse de risque, par la mise en place de mesures organisationnelles et techniques pour répondre à ces risques-là, et ça, ce n'est pas un juriste qui va le faire. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs parties prenantes qui devraient intervenir dans cet aspect-là. Alors, comme vous pouvez le voir ici, bon, ça, je l'ai mis parce que là, j'ai mis le droit fondamental qui est d'une certaine manière défendu par le RGPD. On dit que c'est la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. C'est un droit fondamental, donc pour toute personne. Donc ça, c'est le premier considérant. Et on dit à l'article 8 que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Et ces aspects de données à caractère personnel, c'est ce qu'appellent les anglo-saxons le PII, pour Personal Identifiable Information. Ça, vous allez le trouver dans les littératures et ainsi de suite. Donc, vous allez trouver donc données à caractère personnel, comme vous pouvez retrouver chez les anglo-saxons ce qu'on appelle le PII. On parle de la même chose. Alors, donc ça, c'est ce que je pourrais dire ici. La finalité du RGPD, c'est d'éliminer les incohérences dans les lois nationales, c'est-à-dire qu'il y ait un règlement global au niveau de l'Union européenne qui régisse tous les pays autour de la protection des données à caractère personnel, rehausser d'une certaine manière aussi le niveau pour donner une protection accrue de la vie privée et donc essayer de contrôler aussi le GAFA, donc le Google, Facebook, Amazon et ainsi de suite. Et ça, c'est aussi un des aspects qui a été mis par l'Union européenne pour contrer un peu l'offensive américaine à travers ces mastodontes qui sont le GAFA, donc Apple aussi et j'en passe. Donc, mettre à jour la loi pour mieux répondre aussi aux défis de la protection de la vie contemporains comme ceux entraînés par Internet, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi un des éléments qu'on a à ce niveau-là. Et puis réduire la charge des coûts administratifs pour les entreprises
qui traite la protection des données avec plusieurs autorités. Parce que imaginez une multinationale qui est placée dans plusieurs pays, ben, il faut gérer chaque filiale selon la loi locale appliquée par exemple en Allemagne. La filiale française, ben, il faut la gérer selon la loi française et ainsi de suite, ce qui rendrait plus ou moins cette gestion plus délicate parce que chaque pays a sa propre gestion des choses et ainsi de suite. Donc c'est pour ça l'Union européenne, elle a vu qu'il était intéressant de mettre en place un règlement qui est donc le RGPD, qui a été applicable dans tous les pays de l'Union européenne. Les concepts qui sont introduits dans ce cours de PECB, bon, il y en a plusieurs. Bon, on ne va pas tous les citer, on ne peut pas, mais on traite beaucoup de choses. On parle aussi des données à caractère personnel. On parle aussi de ce qu'on appelle traitement, donc des données. On parle de responsable de traitement, on parle de sous-traitant, on parle de pilotage, pardon, de profilage des informations, et ça, j'y reviendrai par la suite. La limitation de traitement, la licéité, on parle de l'anonymisation, donc la pseudonymisation et ainsi de suite. Ça, c'est des techniques qui sont utilisées dans ce sens. On parle de données biométriques, de données génétiques, des données de santé et ainsi de suite. On parlera de consentement et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que nous allons d'une certaine manière voir à ce niveau-là. Alors, les avantages de la mise en œuvre du RGPD, c'est d'abord de faire confiance. Donc, et ça, c'est très important. On sait exactement que lorsqu'on va mettre en place nos données, ben, on sait exactement que nos données, d'une certaine manière, sont protégées et ainsi de suite, et qu'elles ne seront pas divulguées de n'importe quelle autre manière sans qu'on le sache. Et ça, j'y reviendrai par la suite lorsque je parlerai des principes je dirais, relatif à la protection des données au caractère personnel. Donc, c'est un acte réglementaire. C'est les entreprises européennes dignes de confiance dans le marché mondial. Et puis, c'est un cadre organisationnel qui va nous fournir une assurance de sécurité raisonnable, comme je l'ai cité. Maintenant, lorsqu'on parle des catégories de données dont on pourrait parler, il y en a plusieurs. Bon, vous avez les données biographiques, la situation actuelle, donc le statut, par exemple, social, l'apparence, la couleur, le comportement, donc le sexe, les données sur le lieu de travail, par exemple, la performance du travail et ainsi de suite, l'éducation, des données qui sont parfois subjectives, relatives à ta vie privée et ainsi de suite, les maladies, donc les données génétiques de la personne, le groupe sanguin et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que d'une certaine manière, c'est des éléments qui, d'une certaine manière, sont manipulés dans différents contextes et qui nous posent d'une certaine manière à nous poser des questions relativement par rapport à cela. Ne serait-ce qu'actuellement, donc tout le monde parle des applications donc pour je dirais, le traitement du Covid et ainsi de suite. Par exemple, en France, c'est un sujet à débat, c'est ce qu'on appelle donc le Stop Covid. Au Maroc, maintenant, on parle de l'application Weqaïtna et ainsi de suite. Et là, d'une certaine manière, par exemple ici au Maroc, pour parler du contexte marocain, même si on sort un peu du RGPD, mais ça reste un sujet qui est le même, donc c'est la protection des données à caractère personnel. Et là, d'une certaine manière, donc la CNDP ou la Commission nationale sur la protection des données à caractère personnel est rentrée comme un tiers de confiance pour valider l'application qui a été, je dirais, par l'Agence du digital et du développement et ainsi de suite, pour assurer le traçage plus ou moins des personnes qui pourraient être atteintes par Covid et ainsi de suite, et quelles sont les personnes qui ont été en contact et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir ces éléments-là sur le site du CNDP et ainsi de suite pour voir un peu plus d'éléments sur ces aspects-là. Mais il faut dire que dans tout ce que nous faisons, je dirais, ben, il y a toujours des données à caractère personnel qui sont manipulées et donc il faudrait les protéger, s'assurer que les traitements qu'on va en faire, ben, il est bien défini et c'est pour ça par la suite on va parler de la finalité de traitement. Donc ça, j'y reviendrai donc juste après.
Donc, ça, c'est les principes de protection des données, comme vous pouvez le voir ici. Alors, ces principes, ils sont au nombre de 6. Bon, il y a tout d'abord la licéité, la loyauté et la transparence de traitement. Donc, il faut d'abord qu'on soit transparent en termes de traitement. Et il faut qu'on soit capable de définir pour tous ceux à qui on, ou de chez qui on va récupérer ce qu'on appelle des données de traitement ou des données personnelles, ben, il faut d'une certaine manière qu'on soit capable de leur expliquer quelle est la finalité de traitement de ces données. Et ça, c'est très important. Il faut que chaque personne, ben, qu'elle sache exactement quelles sont les finalités de traitement et qu'on limite le traitement aux finalités qu'on a définies au départ. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer des données de carte bancaire pour faire autre chose, pour faire du profilage ou pour faire autre chose. Il faut qu'on soit bien précis dans la manière avec laquelle on va traiter ces éléments-là. Et il y a ce qu'on appelle le troisième point, qui est ce qu'on appelle la minimisation des données. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de récupérer toutes les informations sur quelqu'un. Si moi, par exemple, je n'ai besoin que de son nom et de son adresse ou de la ville dans laquelle il habite. Je n'ai pas besoin d'avoir d'autres éléments d'information autres que ce dont j'ai besoin. Donc, il faut qu'on arrive à définir la finalité de traitement et qu'on arrive à minimiser l'utilisation des données au juste besoin. Il y a bien sûr l'exactitude, il faut qu'on soit sûr de ces éléments d'information. Il faut qu'on donne aussi la main, je dirais même à la personne pour qu'elle puisse modifier ces informations. Il y a ce qu'on appelle la limitation de la conservation, c'est que d'une certaine manière, vous ne pouvez pas limiter ce qu'on appelle, ou plutôt conserver les données de quelqu'un autant que vous voulez, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas limiter ou plutôt utiliser les données autant que vous voulez. Ben, il faut qu'on définisse une limitation de la conservation. À titre d'exemple, par exemple, en France, tout ce qui est enregistrement de vidéosurveillance et ainsi de suite, sur la voie publique et ainsi de suite, ben, vous avez une limitation d'1 mois. Vous ne pouvez pas conserver les enregistrements plus d'1 mois. Donc ça, c'est juste à titre bien sûr indicatif, et puis il y a l'intégrité, la confidentialité relative par rapport aux données, c'est-à-dire on doit être sûr que ces données sont correctes et tout. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire ici. Maintenant, à qui s'applique le RGPD? Vous voyez ici qu'il y a plusieurs, je dirais, ce qu'on appelle conditions qu'on a à ce niveau-là. Principalement, donc, est-ce que l'organisme est situé dans l'Union européenne? Si c'est le cas, systématiquement, ben, ça s'applique, d'accord? Maintenant, si l'organisme ne se trouve pas à l'Union européenne, ben, il faut se dire, est-ce que la personne concernée, c'est-à-dire à qui on va traiter ces données-là, est-ce qu'elle réside dans l'Union européenne? Si c'est oui, ben, comme vous le voyez, ça descend à ce niveau-là. Si maintenant c'est non, ben, à ce moment-là, est-ce que la personne concernée voyage présentement dans l'Union européenne? Ça pourrait être le cas de chacun d'entre nous. Lorsqu'on voyage à l'Union européenne, on achète par exemple, je ne sais pas, des cartes SIM et ainsi de suite, ben, on donne ou on remplit des formulaires et ainsi de suite, ben, il faut d'une certaine manière qu'on soit sûr que ces éléments-là, d'une certaine manière, soient protégés et qu'on a le droit, d'une certaine manière, à l'oubli et on peut le demander et ainsi de suite. Il faut que ça soit clair à ce niveau-là. Maintenant, si c'est non, ben, le RGPD ne s'applique pas. Maintenant, on peut être un organisme à l'Union européenne. Et est-ce que la personne concernée, je dirais, si maintenant l'organisme n'est pas dans l'Union européenne et la personne concernée demeure dans l'Union européenne, ben, on va se dire, est-ce que le traitement est relié à une offre de biens ou de services? Ben, si c'est le cas, hop, RGPD s'applique encore une fois. C'est comme un peu les entreprises de télétravail ou ce qu'on appelle les téléconseillers qui appellent pour vendre des produits d'assurance et ainsi de suite, ou de, par exemple, le chauffage à 1 € en France et ainsi de suite. Ben ça, automatiquement, le RGPD s'applique sur ces entreprises-là. Et je vous invite à aller sur le site de la CNIL pour voir un peu toutes les sanctions qu'il y a eu autour de ces entreprises, je dirais, qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc, pour vous donner une idée. Donc là, c'est un schéma qui vous donne plus ou moins une idée
quand est-ce que le RGPD s'applique et quand est-ce que le RGPD ne s'applique pas. Pas mal d'entreprises marocaines, donc pour elles, le RGPD s'applique. Par exemple, si vous prenez la RAM ou la Royal Air Maroc, c'est une entreprise à laquelle le RGPD s'applique. Une entreprise marocaine qui a une filiale, par exemple, je dirais en France ou dans l'Union européenne, c'est une entreprise à laquelle le RGPD s'applique. Une entreprise qui fait d'une certaine manière qui dispose de téléopérateurs qui traitent des données de citoyens européens et ainsi de suite, là, le RGPD s'applique aussi. Donc, ce qui fait que, d'une certaine manière, le RGPD, il ne concerne pas que l'Union européenne, mais comme vous le voyez sur le schéma, ça concerne, je dirais, d'autres entités. Alors, le cours PECB, d'une certaine manière, et je vais essayer d'être bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, j'essaie de faire vite. Le cours, il est fait toujours selon le principe PDCA, Plan Do Check Act. Donc ça, c'est le principe, c'est ce qu'on essaie d'appliquer à ce niveau-là. Donc, bon, je vais essayer d'aller directement vers les aspects les plus importants. Bien sûr, il y a la compréhension du contexte. Dans n'importe quel projet, il faut qu'on arrive à comprendre le contexte. Ensuite, bien sûr, il faut mettre en place une politique relative à la protection des données à caractère personnel, ou à ce qu'on appelle politique de protection de la vie privée. Il faudrait mettre en place, qui devrait s'adosser à la politique globale de l'entreprise. Il faut bien sûr définir une structure organisationnelle et mettre en place un DPO. On n'en a pas besoin tout le temps. Je vais vous montrer par la suite un schéma dans ce sens pour, je dirais, vous montrer cet aspect-là. Et puis, quand est-ce qu'on applique un DPO? On devrait avoir un DPO, quand est-ce qu'on ne devrait pas l'avoir? Une classification des données qui devrait être faite avec une mise en œuvre donc, du flux des données. Il faut qu'on arrive à tracer les données et ainsi de suite. Du moment où ils sont créés jusqu'au moment où on devrait s'en débarrasser. Et puis, une appréciation des risques. Et ça, c'est très important pour mettre en place les outils adéquats et les mesures adéquates pour répondre à ces risques-là. L'analyse d'impact sur la protection des données, et c'est ce qu'on appelle le PIA ou le DPIA. Je vais vous en parler. Et juste entre parenthèses, le site de la CNIL est une source d'information qui est très importante. Et d'ailleurs, ils ont même mis en place ce qu'on appelle un outil pour Windows que pour Mac pour pouvoir, je dirais, mettre en place un DPIA. Donc, c'est un logiciel qui est assez intéressant que vous pouvez personnaliser. Donc, il est open source, vous pouvez le personnaliser, faire ce que vous voulez, avec des documents qui expliquent tous ces éléments-là. Bien sûr, au niveau du cours PECB, on travaille sur des études de cas et sur ce qu'on appelle la mise en place du PIA, sur ce qu'on appelle un registre de traitement et ainsi de suite. Mais c'est juste pour vous dire que si vous voulez avoir aussi des éléments d'information, vous pouvez aller sur le site de la CNIL pour avoir ces éléments-là. Bien sûr, ce qui a été planifié, il faut le déployer. Bien sûr, il faut assurer la communication. Il faut bien sûr contrôler, et principalement le contrôle se fera par, je dirais, donc les tableaux de bord qui ont été mis en place à ce niveau-là, et puis par l'audit interne qui devrait se faire de façon régulière pour vérifier la conformité par rapport à ce règlement qui est en place. Et puis, bien sûr, il faut mettre en place les actions nécessaires pour corriger toutes les non-conformités qui ont été détectées. Et pour ceux peut-être qui ont déjà fait la 27001 ou qui ont, je dirais, ce qu'on appelle implémenté la 27001, c'est plus ou moins la même chose. On suit presque les mêmes étapes à ce niveau-là. Donc, la désignation du délégué à la protection des données à caractère personnel, c'est quelque chose qu'on pourrait d'une certaine manière donc, avoir, ou il est souhaitable de l'avoir. Maintenant, bien sûr, tout dépend de l'activité donc en question et ainsi de suite, de l'organisme et des finalités de traitement qu'on a à ce niveau-là et ainsi de suite. Et donc, on dit, le responsable de traitement, par exemple, ça pourrait être une entreprise en Europe qui est celle qui récupère les données ou qui ordonne à un sous-traitant, par exemple, une entreprise ici, telle que, je dirais, Accolade ou telle que, je dirais, ce qu'on appelle Intelsia ou autre, par exemple,
Là, c'est des entreprises qui vont jouer le rôle de sous-traitants, c'est des sous-traitants. Mais l'entreprise mère ou l'entreprise, elle, qui a demandé à ce qu'on puisse collecter ces éléments d'information, c'est elle le responsable de traitement et c'est elle qui est touchée principalement par toute non-conformité au règlement général relatif à la protection des données à caractère personnel. Donc, ils sont tous les deux, que ce soit le responsable de traitement ou le sous-traitant, ils sont tous les deux responsables vis-à-vis des autorités de contrôle. Donc, la nomination d'un DPO donc, est importante. Bon, il serait intéressant de nommer un DPO. Donc, je vous ai mis ici ce qu'on appelle, juste un exemple, je dirais, donc, qu'on a au niveau du cours qui est relatif aux activités de traitement et ainsi de suite. Et là, un registre des activités de traitement doit être tenu. Et comme vous pouvez le voir, on doit définir la finalité de traitement et les sous-finalités associées. Et quelles sont les mesures de sécurité, que ce soit organisationnelles ou techniques, qui sont utilisées pour pouvoir, d'une certaine manière, protéger ces données à caractère personnel. Et comme vous le voyez ici, on définit qui est le responsable de traitement, qui est le délégué à la protection des données, le DPO dont je vous ai parlé, et puis le représentant, donc, et puis les co-responsables et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste à titre indicatif. Maintenant, l'analyse d'impact sur la protection des données ou le PIA, elle est très importante parce que ça va nous permettre d'analyser l'impact de toute infraction je dirais, à tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Et moi, je dis, le PIA, c'est un peu comme le BIA. Donc, la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents dans notre webinaire sur la 22301, le BIA, pour le rappeler, c'est le Business Impact Analysis. Là, le PIA, c'est pour Protection Impact Analysis, où on parle aussi de DPIA pour Data Protection Impact Assessment. Donc, ce qui fait que, d'une certaine manière, ce travail qui va être fait suivant l'analyse de risque, il va nous permettre d'analyser l'impact de toute infraction aux données à caractère personnel et donc de décider quelles sont les mesures organisationnelles et techniques suffisantes qui nous permettraient d'y répondre. Et donc, les mesures techniques et organisationnelles, comme technique par exemple, c'est tout ce qui est anonymisation, pseudonymisation et ainsi de suite. Organisationnel, c'est la mise en place des politiques, des procédures et ainsi de suite. Maintenant, dans quelle situation faut-il mettre en place des PIA? Vous avez ici un tableau dans lequel le PIA est applicable. Par exemple, ce qu'on appelle, je dirais, donc, collecte de données à partir de profils publics sur les réseaux sociaux et ainsi de suite pour une entreprise produisant des fiches de contact pour des annuaires, par exemple. Ça, il faut mettre en place un PIA. Entreprise surveillant les activités de ses employés, notamment sur le poste de travail, leur activité sur Internet. Et ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous font. Donc là, le PIA, il doit être mis en place. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là.